Bonjour professeur, bonjour tous les participants. Nous avons eu le plaisir de travailler avec le professeur Savla, chef de service de gastro-entérologie de BECH Bebloued. Le professeur Savla nous a déjà commencé à préparer, à faire avec nous les urgences en gastro-entérologie. Nous avons fait les hémorragies hautes, maintenant on va vers les hémorragies digestives basses. Avant de commencer, je tiens à préciser à tous les participants que nous n'avons pas un site où vous trouvez les formations. Nous adressons à la direction de la formation de la DSP toutes les intitulés, toutes les dates de nos formations programmées. Nous essayons de faire ça à l'avance. Comme cette formation, ça fait très longtemps que je l'ai envoyée. Vous avez d'autres formations que je vous dirai après vers la fin, dont je vous informerai, mais soyez vigilants, c'est à vous d'aller vers votre direction de formation. D'accord? Professeur Savla? Bien, merci. Non, pas du tout. Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de faire avec vous cette formation médicale continue, encore une fois, qui est consacrée aux urgences en hépatogastroentérologie. Et donc, comme on a parlé la dernière fois de l'hémorragie haute, aujourd'hui, je vais vous parler de l'hémorragie basse. Et pour commencer, je voudrais remercier Madame Gougam pour l'organisation de cette FMC, pour son engagement dans la FMC pour les médecins. Donc, sans plus attendre, attendez, je vais raccourcir ça, comme ça. Voilà. Sans plus attendre, donc on va commencer. Je vais juste j'ai envie d'enlever la caméra. Voilà. C'est bon. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de l'hémorragie digestive basse. Donc, comme définition, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on a fait l'hémorragie digestive haute, c'était un saignement provenant au-dessus de l'angle de traite. Eh bien, l'hémorragie digestive basse, c'est un saignement digestif provenant du tractus digestif situé en aval de l'angle de traite, donc en aval de l'angle duodéno-jéjunal. Alors, ce qui veut dire qu'une hémorragie digestive basse, elle peut avoir plusieurs origines. Il peut s'agir du grêle, il peut s'agir du côlon, du rectum ou de l'anus. Dans certains cours, vous allez trouver qu'ils parlent d'hémorragie digestive basse uniquement pour les saignements rectocoliques, puisque les hémorragies gréliques, elles sont extrêmement rares, elles ne représentent que 4% des hémorragies digestives basses. Donc, pourquoi c'est important pour nous de connaître les hémorragies digestives basses? C'est parce que d'abord, elles sont fréquentes. Elles représentent 20% de l'ensemble des hémorragies digestives. En général, ce sont des hémorragies qui sont peu abondantes et qu'on peut facilement traiter. Mais il faut garder à l'esprit que dans près de 15% des cas, elles peuvent être extrêmement graves. Elles peuvent mettre en jeu le pronostic vital. Donc, le plus souvent, ces hémorragies basses, elles surviennent chez un sujet âgé. Donc, c'est encore ce qui fait que la prise en charge peut être difficile. On verra pourquoi. Et puis, il y a autre chose aussi, c'est que les étiologies, elles sont multiples, puisque ça peut être soit anal, soit rectocolique, mais dans la majorité des cas, dans plus de 94% des cas, elles sont d'origine rectocolique et dominées par les diverticules, les angiodysplasies et les colites. L'intérêt, c'est aussi que aujourd'hui, quand même, les choses ont progressé en médecine et on a la possibilité non seulement de faire le diagnostic avec l'endoscopie digestive, mais aussi on a la possibilité de traiter ces hémorragies en faisant une hémostase endoscopique. Donc, la prise en charge de l'hémorragie digestive basse, elle ne diffère pas réellement de l'hémorragie haute. C'est exactement la même conduite à tenir. C'est-à-dire que dans un premier temps, on doit reconnaître l'hémorragie digestive basse, on doit apprécier sa gravité et mettre rapidement en route les mesures d'urgence. Et puis, en dernier lieu, on a le temps, on va rechercher son étiologie et on pourra instituer un traitement spécifique. Donc, que doit faire le médecin généraliste
lorsqu'il est au niveau du pavillon des urgences, au niveau de la polyclinique, et qu'il reçoit une hémorragie digestive basse. La première étape, c'est reconnaître. Il faut dire que le diagnostic positif, il est relativement facile. Dans la majorité des cas, c'est le patient qui va venir pour vous dire, voilà, j'ai fait soit un méléna, soit des rectorragies. Le méléna, c'est quoi? C'est l'émission par l'anus de selles noirâtres, nauséabondes, fétides, qui ressemblent à du goudron, qui correspondent à l'émission de sang digéré. Et puis, vous avez l'hématochésie, ou plus communément, nous, on appelle ça les rectorragies, c'est l'émission de sang rouge par l'anus. Parfois, il y a des cas difficiles où, justement, ce facteur, c'est-à-dire que le patient ne nous rapporte pas ce symptôme et que c'est à nous d'aller rechercher ce saignement. Et là, il y a deux cas de figure. Soit le patient, il vient pour une hémorragie non extériorisée parce qu'il présente des signes de choc, donc des signes d'anémie aiguë. Et comment est-ce qu'on va faire, nous, le diagnostic? C'est en faisant le toucher rectal qui va retrouver du sang rouge ou du sang digéré. Parfois, le saignement n'est pas de grande abondance, donc il ne va pas entraîner d'état de choc, mais ce saignement de faible abondance qui correspond à quelques gouttes de sang qui sont émises comme ça quotidiennement par le patient, eh bien, vous entraînez une anémie chronique fériprive. Voilà donc pour le diagnostic positif. Une fois qu'on a reconnu l'hémorragie digestive basse, il faut quand même éliminer les causes, les autres situations cliniques qui peuvent prêter à confusion avec l'hémorragie basse. Pour ce qui est du méléna, qu'est-ce qui peut ressembler à un méléna? Eh bien, ce sont des selles qui sont colorées par des médicaments. Le plus commun, c'est le fer. Il faut toujours avertir les patients chez qui on prescrit du fer que leurs selles vont être noirâtres parce que parfois ils ne le savent pas et ils vont consulter en urgence pour un méléna. Il y a aussi comme autres médicaments le charbon, le bismuth, et puis il y a certains aliments qui, lorsqu'ils sont consommés en grande quantité, peuvent aussi colorer les selles en noir, comme les épinards, ou en rouge, comme c'est le cas des betteraves. Enfin, les rectorragies doivent être différenciées d'un saignement d'origine urogénitale, principalement chez la femme. Donc, une fois qu'on a bien reconnu l'hémorragie digestive, la deuxième étape, et qui est vraiment importante, il faut évaluer sa gravité. Et ça, c'est exactement la même chose que ce qu'on a vu la dernière fois pour l'hémorragie haute. Donc, premièrement, quelle est l'urgence de la situation? C'est-à-dire, est-ce qu'on se retrouve devant un patient qui vient parce qu'il a un saignement aigu, et là, ça a de fortes chances d'être grave, ou bien c'est un saignement chronique répété. Deuxième critère de gravité, c'est le terrain sur lequel va survenir cette hémorragie. Alors, il faut savoir que les hémorragies digestives basses, le plus souvent, surviennent chez le sujet âgé. Et donc, c'est souvent des patients qui vont avoir des tares, des cardiopathies, des insuffisances rénales. Ce sont des patients qui vont avoir aussi parfois qui sont obligés de prendre des médicaments qui peuvent, eux aussi, provoquer des hémorragies, comme c'est le cas des anti-inflammatoires non stéroïdiens et puis des antiagrégants plaquettaires et les anticoagulants. Enfin, il y a des critères qui sont objectifs et c'est ceux-là qu'il faut rechercher. Tout d'abord, nous avons les critères cliniques. Critères de gravité qu'il faut rechercher à l'examen clinique, ce sont les signes de choc. Donc, systématiquement, il faudra voir l'état de conscience du patient, son état hémodynamique. Et pour pouvoir dire qu'une hémorragie est grave, on va se baser sur ce qu'on appelle le choc index, c'est-à-dire la fréquence cardiaque en battements par minute divisée par la tension artérielle systolique en millimètres de mercure. Si c'est supérieur à 1, ça veut dire que le patient il est instable et donc c'est une hémorragie grave. Si ce rapport est inférieur à 1, ça veut dire que notre patient est stable sur le plan hémodynamique. Il y a aussi des critères biologiques, c'est essentiellement le taux d'hémoglobine. Lorsqu'il est inférieur à 8 grammes par décilitre, ça signe une hémorragie grave. Et puis, ce n'est pas tout, puisqu'il y a aussi des critères évolutifs. Un patient qui consulte au pavillon des urgences, qui est en état de choc, qu'on essaye de réanimer, chez qui on va procéder à des transfusions sanguines,
on va lui mettre plus de 4 kg globulaires, mais il va continuer d'avoir un état hémodynamique instable, et bien ça, c'est une hémorragie qui est grave et qui est aussi un facteur de récidive de l'hémorragie. Voilà donc pour la gravité, les signes qu'il faut absolument rechercher dès que l'on a devant nous un patient qui se présente avec une hémorragie digestive. Donc, qu'est-ce qu'on va faire si on a des signes de gravité? Eh bien, en premier lieu, il faudra hospitaliser le patient dans un milieu médico-chirurgical. On doit procéder donc à une réanimation médicale intensive. On doit appliquer la règle des 4 tuyaux que nous avons appris quand nous étions externes. Donc, on met 2 voies veineuses de bon calibre qui vont permettre d'abord de faire un bilan biologique, donc le groupage, la formule, l'hémostase, la glycémie, le bilan rénal, l'ionogramme sanguin. Et puis, cette voie veineuse, elle va aussi nous permettre de restaurer la volémie en procédant donc à un remplissage vasculaire. Ce remplissage vasculaire, ça sera avec tout d'abord des macromolécules. Puis, une fois qu'on aura eu le groupage sanguin du patient, on va le transfuser avec du culoglobulaire, isogroupe, isorésus. Et puis, au besoin, ça sera du sang phénotypé si le patient a eu beaucoup de transfusions sanguines. Il faudra bien sûr l'oxygéner et il faudra placer une sonde urinaire. Et il faudra aussi le surveiller de manière rapprochée, puisque s'il est instable, eh bien, il faut absolument le réanimer et surveiller la restauration de son état hémodynamique. Voilà donc pour les mesures d'urgence. Alors, on passe au premier cas clinique, comme ça on va voir ensemble comment se fait la prise en charge sur le plan vraiment pratique. Donc, c'est Madame Louisa, elle est âgée de 45 ans. Elle consulte aujourd'hui parce qu'elle est affolée, parce qu'elle a vu quelques gouttes de sang rouge vif dans ses selles et elle dit que ça évolue depuis 3 jours. Lorsqu'on l'interroge, elle nous dit que ses selles sont normales, elle n'a pas de diarrhée, elle n'a pas de constipation, elle n'a pas de douleur abdominale. Elle a quelques petites douleurs anales, mais elle ne se plaint pas de vertige, elle n'a pas de malaise, elle n'a pas d'antécédents particuliers, elle n'a pas pris d'AINS, elle ne prend pas d'anticoagulants ni d'antiagrégants plaquettaires. On l'examine, on voit qu'elle est bien orientée dans le temps et dans l'espace, elle a une bonne coloration cutanéo-muqueuse, ses constantes hémodynamiques, donc elle a une fréquence cardiaque à 72, une tension artérielle à 11,6 et son abdomen, il est souple. Donc, première question, s'il vous plaît, que faites-vous chez cette patiente? Est-ce que vous allez lui faire tout de suite une rectoscopie en urgence? Est-ce que vous allez faire un interrogatoire avec un examen proctologique? Est-ce que vous allez faire une coloscopie en urgence? Est-ce que vous allez faire une formule en urgence? Répondez, s'il vous plaît. On peut avoir plusieurs réponses? Ah non, alors il y a une seule réponse. Merci, Madame Gougam. Je vois pas. Ah, voilà. Alors bébé, d'accord. Ok, nous sommes d'accord. Attendez, je vais déplacer ça pour que ça ne me gêne pas. Voilà. Donc, effectivement, la première étape chez ce patient, je vais enlever ces traces, je ne comprends pas pourquoi il y a des… Bon. Donc, la première chose à faire chez cette patiente, c'est bien sûr de faire un interrogatoire et un examen proctologique. On ne va pas se lancer dans des examens complémentaires. Si cette patiente, par exemple, était venue et qu'elle était pâle et qu'elle avait un état hémodynamique instable, par exemple, là, si on revient à notre patiente, on revient donc à son… On voit bien qu'elle a une tension artérielle à 115 de systolique, une fréquence cardiaque de 72. Donc, si on essaye de calculer le choc index, 72 sur 115, c'est inférieur à 1. Donc, elle n'est pas… son état hémodynamique est stable. Elle n'est pas pâle, ce sont des rectorragies de petite abondance. Donc, il n'y a pas lieu d'aller faire des examens complémentaires comme ça en urgence et c'est même pas la peine de faire tout de suite une formule. Ce qui est important, c'est de faire l'interrogatoire et l'examen proctologique. Ça, c'est important parce que c'est ça qui va nous permettre
d'avoir une orientation étiologique. Et donc, l'interrogatoire, il doit être vraiment minutieux. Bien sûr, il y a l'âge. L'âge, je vous l'ai dit, c'est quelque chose d'important parce que il y a certaines étiologies qui sont plutôt spécifiques au sujet âgé. Par exemple, la diverticulose colique, les angiodysplasies, la colite ischémique, les néoplasies en général. On recherchera aussi les antécédents de maladies hémorroïdaires, de Mickey, de polypose digestive personnelle ou familiale. Est-ce qu'il n'a pas une cardiopathie thrombogène, ce patient? Est-ce qu'il n'a pas eu une radiothérapie? Parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle la rectite radique, qui est responsable de rectorragie. On recherchera la notion de prise de température rectale. Il arrive parfois de recevoir comme ça des enfants qui font des rectorragies et quand on interroge la maman, il y a eu une prise de température rectale chez un enfant qui était un petit peu agité et ça peut donner effectivement des ulcérations rectales. On demandera s'il y a des AINS, s'il y a des anticoagulants ou des antiagrégants plaquettaires. Et puis, on recherchera aussi les signes associés. Est-ce qu'il y a des troubles du transit? Est-ce qu'il y a une altération d'état général? Et puis, on fera un examen qui est complet, bien sûr. C'est pas parce que le patient il vient pour rectorragie qu'on va se focaliser uniquement sur l'abdomen, mais bien sûr, on va se focaliser aussi sur l'abdomen. On recherchera une masse abdominale, on va voir s'il n'y a pas d'acide, s'il n'y a pas d'hépatomégalie, de splénomégalie. Puis, quelque chose de très important, un patient qui vient pour des rectorragies, bien sûr, il faut faire un examen de la marge anale et il faut faire aussi à la recherche de fissures, d'hémorroïdes ou de tumeurs anales. Et on fera aussi un toucher rectal, donc à la recherche d'une masse intrarectale. Et on complétera par une anoscopie et une rectoscopie. Ça doit faire partie de l'examen. Et bien sûr, on examinera le reste donc, de l'examen physique. Si on regarde un petit peu les causes de rectite, les causes les causes d'hémorragie digestive basse. Alors ça, c'est une étude qui a été faite, c'est un audit britannique, multicentrique, qui a été fait en 2015. Ils ont regardé sur 2 mois, chez 143, donc dans 243 hôpitaux, pardon, ils ont réussi à avoir une cohorte de 2500 patients. Et ils ont regardé chez ces patients quelles étaient les causes d'hémorragie digestive. Alors déjà, ils se sont rendus compte que plus le patient était âgé, plus il faisait c'est-à-dire que chez la cohorte de patients qui avaient une hémorragie digestive basse, il y avait en moyenne plus de sujets âgés avec un âge médian qui était de 74 ans. Qu'est-ce qu'ils ont remarqué aussi? Que 30% des patients étaient sous anticoagulants, sous antiagrégants plaquettaires et près de 16% des patients étaient sous anticoagulants. Et là, si vous regardez ici, je ne sais pas si vous voyez ma flèche ou pas. Tableau, on le voit, la flèche, elle est en haut. Oui. Ah, d'accord, très bien. Donc, regardez, on voit que la cause la plus fréquente d'hémorragie digestive basse, c'est la diverticulose colique, avec près de 26% des cas. Après, il y a les colites qu'elles soient infectieuses, ischémiques ou bien rentrant dans le cadre des maladies inflammatoires chroniques intestinales. Il y a aussi la deuxième cause la plus fréquente, ce sont les lésions anorectales. Et en premier lieu, les hémorroïdes, qui représentent environ 12% des patients. Il y a aussi, bien sûr, tout ce qui est néoplasie, que ce soit néoplasie du côlon, du rectum ou de l'anus. Et puis, il y a les polypes, il y a les angiodysplasies, ça se voit surtout chez le sujet âgé cardiopathe. Il y a quelque chose qu'on voit souvent, donc c'est pour ça que c'est important quand même de demander aux patients, est-ce qu'il n'a pas eu une polypectomie dans la semaine ou les 15 jours qui ont précédé cette hémorragie, parce qu'il faut savoir que quand on enlève, nous, un polype, le saignement peut survenir jusqu'à 1 mois après la résection. Et puis, on va aussi demander au patient, est-ce qu'il ne prend pas de médicaments particuliers, particulièrement les AINS, parce que de même que les AINS peuvent entraîner des saignements duodénaux ou gastriques, eh bien, ils peuvent aussi entraîner des saignements rectocoliques et même gréliques. Et puis, ce qui est important quand même à préciser, c'est que parfois, malgré toute une enquête étiologique, on n'arrive pas à avoir le diagnostic dans près de 22% des cas. Voilà donc pour les étiologies. Alors maintenant, comment est-ce qu'on va faire justement
pour arriver à ces étiologies. Comment est-ce qu'on va mener notre enquête étiologique? On avait dit tout à l'heure, première étape, c'est l'interrogatoire et l'examen proctologique. Deuxième étape, il y a des examens à faire. Alors, quels sont les examens qu'on va faire? Donc, attendez, on va finir avec notre patiente, avec Madame Louisa. Donc, on l'a examinée, c'était suffisant, puisque en l'examinant, vous avez vu la réponse. Bon, donc en l'examinant, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je retrouve? Je retrouve ceci, une fissure anale qui est douloureuse avec des traces de sang. Donc, qu'est-ce qu'on va faire après ça? Est-ce que on va lui donner un traitement local? Donc, je vous rappelle que le traitement de la fissure anale, c'est d'abord de normaliser le transit intestinal. On donne des pommades anesthésiantes et puis on va donner aussi des topiques et des laxatifs doux. Et en général, ça cicatrise tout seul avec bien sûr des bains de siège. Est-ce qu'on va donner un traitement local, mais on va reconvoquer la patiente ultérieurement pour faire une coloscopie totale? Est-ce qu'on va faire une coloscopie totale en urgence ou est-ce qu'on va faire une TDM abdominopelvienne? Votez, votez s'il vous plaît. J'ai que 2 réponses là, hein. Voilà, c'est interactif s'il vous plaît, donc il faut participer, sinon vous allez vous endormir. OK, donc j'ai une majorité de B. Quelqu'un dit C. OK, donc c'est vrai que le traitement de la fissure anale, c'est la proposition A. Nous sommes bien d'accord. Le problème, c'est qu'on ne peut pas se contenter chez cette patiente. Je vous rappelle qu'elle a 45 ans. Elle a 45 ans, donc on ne peut pas se permettre de ne pas faire de coloscopie. Parce que peut-être qu'elle n'a que cette fissure anale, mais comme elle a présenté des rectorragies, on est obligé de faire une coloscopie totale. Ce ne sera pas une coloscopie en urgence, puisque la patiente, son état hémodynamique est stable, elle est bien. On va la programmer ultérieurement. Et la deuxième raison pour laquelle on ne peut pas faire de coloscopie totale en urgence, vous savez que la fissure anale, c'est quelque chose de très douloureux. Donc, on ne peut pas donner une préparation de 4 litres qui va entraîner une diarrhée chez une patiente qui a déjà une fissure anale, parce que c'est quelque chose qui va être très mal toléré pour le scanner, donc il n'y avait pas lieu de faire un scanner. Voilà donc pour la réponse. On va passer au deuxième cas clinique. Alors là, nous sommes devant Monsieur Jamel qui a 62 ans, pardon, qui arrive pour des selles noires et pâteuses depuis 24 heures. Il est fatigué, il a des vertiges. Quand on l'interroge, il a une hypertension artérielle sous ARA2 qui est bien contrôlée. Il prend aussi de manière épisodique de l'aspirine. Ses constantes hémodynamiques sont à 80, donc la tension elle est à 9,6, la fréquence cardiaque à 112. Et puis bien sûr, on lui fait un examen proctologique, on retrouve rien à l'examen de la marge anale, et puis le TR va nous permettre de confirmer qu'il s'agit bien d'un méléna puisqu'on retrouve des selles noires goudronneuses. Alors je vous pose la question, s'il vous plaît, quelle est votre conduite? Alors, est-ce que vous faites une perfusion, de l'oxygène, un bilan sanguin, un monitorage? Est-ce que vous vous dites, il vaut mieux envoyer le patient au gastro-entérologue de garde? Est-ce que vous allez demander une coloscopie en urgence? Est-ce que vous allez arrêter l'aspirine? Répondez s'il vous plaît. Il y a une seule réponse juste. OK, donc on a une majorité de A, quelques D. D'accord. Donc effectivement, ça c'est un réflexe qu'il faut vraiment garder en tête. J'ai un patient qui fait une hémorragie digestive, qu'elle soit basse ou haute, je dois d'abord rétablir son état hémodynamique. Là, le patient, si on regarde, il est fatigué, il est pâle, il a des vertiges. Donc déjà, ça prouve qu'il y a quelque chose, qu'il y a une anémie qui est mal tolérée, qui est en train de s'installer. Il a une tension à 9,6, une fréquence cardiaque à 112. Donc si on calcule son choc index, pour vous, il est combien? Il est inférieur à 1 ou supérieur à 1? J'attends une réponse.
Supérieur à 1, bravo, très bien. Ça veut dire que c'est un patient qui, pour le moment, n'est pas stable. Donc, un patient qui n'est pas stable, attention, 1, je ne peux pas le libérer. 2, je ne peux pas lui faire un examen invasif. Donc, la première réponse était la réponse juste. Est-ce qu'on doit arrêter l'aspirine? Les avis divergent. Là, oui, puisque c'est une hémorragie quand même qui est assez importante, on arrête l'aspirine, mais il y a un message à garder, c'est qu'il faut reprendre l'aspirine rapidement après avoir contrôlé le saignement. Alors, on continue notre cas clinique. Le patient, il est hospitalisé aux urgences, il est mis en condition. On demande un bilan sanguin. Et puis, alors il y a quelqu'un qui me dit, vous pouvez expliquer le choc index. Le choc index, c'est en fait un score. Un score qui a été d'abord fait par les orthopédistes, pour les patients en traumato, mais qui maintenant est adapté, si vous voulez, à tout patient qui consulte comme ça aux urgences, qui fait une hémorragie. Vous prenez la fréquence cardiaque en battements par minute, vous la divisez par la tension artérielle systolique en millimètres de mercure. Si c'est inférieur à 1, ça veut dire que le patient est stable sur le plan hémodynamique, il ne nécessite pas une réanimation. Soit, s'il est supérieur à 1, ça veut dire que le patient il est instable, il faut le réanimer parce que son pronostic vital, il est mis en jeu. Donc, l'hémoglobine, donc on retrouve une anémie à 6,4, des plaquettes normales, des globules blancs normaux, l'urée, la créate, tout ça c'est bon, le TP est à 85%. Donc, je vous pose la question, à quel taux d'hémoglobine est-ce que vous allez transfuser vos patients? Donc maintenant, vous savez qu'actuellement, on évite de trop transfuser les malades. D'abord parce qu'il n'y a pas assez de sang dans les CTS et en plus pour éviter les effets, les réactions au sang. Donc, quand est-ce qu'on transfuse les malades? Chez un patient qui est stable. Si son taux d'hémoglobine est inférieur à 7 grammes par décilitre, je vais le transfuser. Maintenant, si vous avez un patient qui est cardiopathe, il a une cardiopathie ischémique, il vient d'être stenté, c'est un patient qui ne pourra pas tolérer un taux inférieur à 9 grammes par décilitre. Donc, si vous avez un patient comme ça qui a des comorbidités, principalement des problèmes cardiovasculaires, si c'est un patient qui est en état de choc ou qui a des signes cliniques sévères, on va le transfuser même s'il a un taux d'hémoglobine. Donc, à partir de, il faut qu'on essaye d'obtenir un taux d'hémoglobine cible entre 8 et 9, entre 10 et 9. Idéalement, ça doit être supérieur à 9 grammes. Voilà, éviter de surtransfuser les patients. Ensuite, donc notre patient, il était à 6 grammes d'hémoglobine, donc il a reçu 2 kilos globulaires. Son état hémodynamique, maintenant, il est bien stable. Et on a fait une hémoglobine de contrôle, bien sûr. Il est à 8,1 grammes par décilitre, donc il est supérieur à 7 grammes. Alors, on me dit chez un patient stable avec un taux d'hémoglobine inférieur à 7, on transfuse quand même. Oui, il faut transfuser quand même. Pourquoi? Parce que ce malade-là, c'est une anémie aiguë, premièrement. Deuxièmement, c'est un malade à qui vous allez faire des examens complémentaires qui sont invasifs. Il faut savoir que la fibroscopie ou que la coloscopie, ce sont des équivalents d'épreuves d'effort. Donc, vous ne pouvez pas envoyer un malade avec 7 grammes d'hémoglobine. Sauf, il y a un seul cas où vous pouvez faire ça, si c'est une anémie qui traîne depuis longtemps, une anémie chronique qui est bien tolérée. Autrement, il faut toujours viser, donc il faut viser le 8 grammes d'hémoglobine chez un patient qui est stable. Donc, je vous demande, maintenant que notre patient il est stable, qu'est-ce que vous allez lui faire? Est-ce que vous allez lui faire une coloscopie en urgence? Est-ce que vous allez lui faire une fibroscopie digestive haute en urgence? Est-ce que vous allez faire une angio-IRM ou un angioscan abdominal? Répondez, s'il vous plaît. Donc, je vois, il y a des A, il y a des B encore. OK. Alors, la réponse juste, c'était la B.
je vous rappelle que notre patient, il a fait un méléna. D'accord? Donc, je vais y revenir. Donc, on fait une fibroscopie digestive haute en urgence. Ensuite, la gastroscopie qu'on a faite, elle ne retrouve pas l'origine du saignement. Qu'est-ce que vous allez faire par la suite? Est-ce que vous faites une TDM-TAP? Est-ce que vous faites un angioscan abdominopelvien, une coloscopie totale, ou bien est-ce que vous faites une rectoscopie? Répondez s'il vous plaît. Donc j'ai DC, d'accord. Donc effectivement, nous allons faire une coloscopie totale. Alors juste un petit mot donc pour vous expliquer la situation. Regardez l'algorithme. Le patient, il vient, il a une hémorragie digestive basse aiguë. Première étape, j'évalue la sévérité, je le réanime. Le patient, je l'ai réanimé, il est stable. D'accord? Ou bien je n'ai pas eu besoin de le réanimer parce qu'il était déjà venu, il était stable. C'est le cas, par exemple, lorsqu'il a une hémorragie mineure. Une hémorragie mineure, c'est des rectoragies de petite abondance. Donc, le malade, comme notre malade, Madame Louisa, celle qu'on a vue lors du premier cas clinique. Elle est venue, elle était très bien sur le plan hémodynamique, elle avait quelques gouttes de sang dans les selles. Et donc, c'est une patiente qu'on a managée sur le plan ambulatoire, c'est-à-dire qu'on l'a examinée et puis on l'a demandé de faire une coloscopie par la suite. Maintenant, le patient, il est hémodynamiquement stable, on l'a réanimé, mais il est venu pour une hémorragie majeure, c'est-à-dire qu'il avait soit un méléna, soit des rectoragies de grande abondance, de moyenne abondance. Là, il faut bien sûr l'hospitaliser, le réanimer, etc. Mais il faut absolument éliminer une hémorragie digestive haute. Parce qu'une hémorragie digestive haute, si vous vous rappelez le cours qu'on a fait la dernière fois, eh bien, ça peut vous donner, dans 10 à 15% des cas, elle peut se manifester par des rectoragies de grande abondance ou par un méléna. Donc, c'est pour ça que, première étape, je fais la fibroscopie pour éliminer une cause haute. Si j'ai éliminé la cause haute, je vais passer à la coloscopie. Bien sûr, si la fibroscopie, elle retrouve des lésions, par exemple un ulcère évolutif avec des stigmates de saignement récents, je ne vais pas m'amuser à aller faire une coloscopie. Je me contente de l'endoscopie haute. Voilà donc pour la prise en charge de ce patient. Donc, la coloscopie, c'est ce qu'on a dit. Une fois qu'on a éliminé l'hémorragie haute, on va faire une coloscopie. La coloscopie, le timing de la coloscopie, il est important parce qu'il vaut mieux la faire précocement. Parce que si on attend trop longtemps, c'est-à-dire si on attend une semaine pour la faire, les lésions, elles risquent de disparaître, de cicatriser. Donc, on va la faire en urgence chez les patients qui ont une hémorragie abondante, après avoir éliminé une cause haute. Mais attention, il faut la faire chez un patient qui est bien stabilisé parce que la coloscopie, quand on la fait, on est obligé de préparer le malade. Donc, c'est des malades qui sont fatigués. Il faut qu'ils prennent 4 litres en moyenne de polyéthylène glycol et qu'on va administrer rapidement en 3 à 4 heures. On peut s'aider d'une sonde nasogastrique. Donc, ça va les fatiguer. Ils vont avoir énormément de diarrhée. Et c'est pour ça que, justement, je vous ai dit, on ne la fait pas comme ça en urgence. Il faut d'abord établir l'état hémodynamique du malade. Après, il faut se rendre compte d'une chose, c'est que parfois on trouve des lésions quand on fait la coloscopie, mais on ne peut pas les incriminer à 100%. Et la responsabilité d'une lésion colique qui est objectivée en coloscopie est possible si le saignement, si au cours de la colon on voit un saignement actif, ou bien si on trouve des stigmates de saignement récents. Comme c'est le cas sur ces photos que vous voyez. Attendez, je vais réduire ça, comme ça vous allez voir. Donc par exemple ici, on voit un caillot sanguin qui cache un diverticule. Ici, c'est une angiodysplasie. Donc, c'est une malformation artériolaire qui est là. Là, vous voyez une angiodysplasie qui a été clippée. Et là, on est en train de faire une coagulation au plasma argon pour une angiodysplasie qui saignait. Voilà donc pour la coloscopie. Donc, je vous l'ai dit, ça permet non seulement de faire le diagnostic, mais ça permet de faire une hémostase endoscopique. Donc, je reviens à notre patient. Quand on lui a fait la colon, on voit ça. Et donc, il y avait un diverticule, un autre diverticule ici qui saignait.
il y avait un saignement en nappe. Donc, quand on voit ça, on est sûr que le saignement, il est d'origine diverticulaire. On a clippé et le patient se porte bien. Il n'y a pas eu de récidive de son hémorragie. Dernier cas clinique, c'est Monsieur Béchir. Il est âgé de 71 ans. Il consulte en urgence à 4 heures du matin. Il consulte en urgence parce qu'à 4 heures du matin, il a présenté des selles rouges abondantes avec des caillots. Il a fait 4 épisodes. Dans ses antécédents, on retrouve une fibrillation auriculaire. Il est sous anticoagulant oral direct. Quand on l'examine, il a une tension à 8,5, une fréquence cardiaque à 130. Il est très pâle, il a des sueurs. Et le toucher rectal retrouve un sang rouge franc. Donc, je vous pose encore une fois la question. Quelle est votre conduite en urgence? Réponse A, je fais c'est bien celui qui a mis choc index supérieur à 1. Bravo. Hein. Donc, effectivement, d'accord. Tout le monde dit c'est la réponse A. Effectivement, donc on doit faire, c'est un patient qui est en état de choc. On doit lui faire une stabilisation hémodynamique. Donc, oxygénothérapie, les 2 voies veineuses, le remplissage, la transfusion. On doit arrêter les anticoagulants parce que là, c'est une hémorragie avec une instabilité hémodynamique. On doit faire, examen proctologique. Non, on ne va pas s'amuser à aller tout de suite faire un examen proctologique. D'abord, stabiliser le patient. On ne fait pas de coloscopie immédiate, c'est sûr, vous l'avez compris. Hein, vous avez vu, il faut quand même d'abord sauver la vie du malade et ensuite aller regarder de quoi il saigne. Et on ne fait pas non plus de gastroscopie puisque le malade, il est instable sur le plan hémodynamique. Donc, la bonne réponse, c'était la réponse A. Vous avez tous bien répondu. Donc, on va un petit peu détailler ce problème d'anticoagulant. Je ne sais pas si vous voyez toute la ou pas. Bon. Oui, on la voit. D'accord. Donc, comme je vous l'ai dit, nous à Babelwed, la majorité des patients qui viennent pour une hémorragie digestive basse, comme ça avec un état de choc, ce sont des patients qui sont âgés, c'est 75 ans et plus. On a eu vraiment des patients de 85 ans. Et souvent, ce sont des patients qui sont sous anticoagulants ou sous antiagrégants plaquettaires. Et le problème qui se pose, c'est toujours, on se demande, est-ce qu'on doit arrêter les anticoagulants? Est-ce qu'on doit les continuer? Qu'est-ce qu'on doit faire en urgence? Il y a des choses qui sont maintenant bien codifiées. Ça a été codifié récemment. Alors, on va commencer d'abord par le patient qui est hémodynamiquement stable et qui fait des rectorragies de petite abondance. Ce malade, qu'est-ce qu'on va lui faire? On va lui dire de rentrer à la maison, mais en lui prescrivant par la suite, donc après avoir contacté les gastro pour leur dire quand est-ce que vous allez lui faire la colo à ce patient, mais il n'y a pas d'urgence. On n'est pas obligé de la faire dans la journée ou dans la semaine. Et chez ce genre de patient, c'est pas la peine d'aller arrêter ni les anticoagulants, ni les antiagrégants plaquettaires. Deuxième cas de figure, le patient, il est stable, mais il fait un méléna ou des rectorragies de grande abondance, ou bien le patient n'est pas stable. Dans ce cas, quand on le reçoit en urgence, on arrête les anticoagulants. On les arrête. Tout à l'heure, quelqu'un avait fait une remarque très pertinente. Professeur, le son s'est coupé. Il y a un problème d'Internet, je pense. Oui, il doit y avoir un problème avec le son. On lui donne 2 secondes, le temps qu'elle arrange le son, et puis je vais l'appeler aussi. Je
Je pense qu'elle a perdu le problème d'Internet. Hein. C'est classique. Heureusement que le cours n'est pas loin. Ah, d'accord. Ça prend du temps? Ah, d'accord. D'accord. Jean-Paul Lamb, ok. Alors, elle va essayer de rétablir la communication, la connexion. Alors, j'aimerais savoir si cette conférence est enregistrée. Non. Euh, c'est brillant. D'accord. On va se connecter bientôt. Hein. Alors, s'il vous plaît, y a-t-il une page officielle ou le site de ces formations? Vous savez, on n'a pas de où on peut assurer l'enregistrement. Si on me l'a dit au début. Comment ça, si on vous l'a dit au début? Nous envoyons, écoutez, adressez-vous à la direction de la formation. Il y a la direction de la formation de la DSP qui transmet au niveau des EPSP et des EPH. Nous nous adressons à la DSP. S'il vous plaît, rapprochez-vous d'eux parce que j'essaie d'envoyer le plus tôt possible les formations, mais là, je vois qu'il y a toujours un problème. C'est vrai que la formation continue n'est pas un souci primordial pour certains, mais pour nous, elle reste importante. Mais vous pouvez pas les voir ultérieurement, parce qu'il n'y a pas d'enregistrement. Alors, je vais vous donner quelques petites notions, en attendant qu'elle arrive là. Comme le... Alors, on a... C'est pour qui? Non, pas pour vous. On a le cancer du sein pour les spécialistes. Ah, vous avez une formation pour le 9 sur l'art de la communication. Notez chez vous, c'est le même code. Les coupures vont se rétablir. Alors, c'est le même code. Vous allez avoir une formation le 9 octobre à 9h30 avec les médecins légistes sur l'art de communiquer dans la relation médecin-patient. Est-ce que c'est noté chez vous? Gardez à l'esprit le 9 avec les médecins légistes sur l'art de la communication qui est très important pour vous. Vous allez voir pourquoi. Mais ça se passe à 9h. Hein. L'heure, c'est 9h. 9h, 9h30. Ça dépend. Des fois, on les fait l'après-midi, des fois, on les fait la matinée. 9h, 9h30. Matin, oui. ماشي في الليل. Même lien. Rassurez-vous, pour les médecins, les dentistes, les pharmaciens, les spécialistes, c'est le même lien. Voilà, le 9 octobre. Le thème, c'est l'art de la communication. Malade-patient. Patient-médecin. Le même code. De rien.
Je sais, je comprends. On a commencé à faire la plateforme, on m'a dit que c'est tombé à l'échec. Je suis comme vous. Même moi, ça me chagrine. Ah, au fait, j'ai la formation des lombalgies que je vais vous transmettre, tiens, en attendant que... Ah, voilà. Alors, à la fin, je vous donnerai la formation des lombalgies. Est-ce que voilà, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, S'il vous oui. plaît. Oui, on vous entend. Très bien. Alors, si vous juste vous pouvez me dire à quel point à quel moment vous m'avez perdu? C'était ici? Le tableau que Très vous bien, avez. d'accord. Donc voilà, donc on avait entamé ici, donc on avait dit si le patient il est hémodynamiquement stable, qu'il a une hémorragie mineure, comme c'était le cas de notre première patiente, on ne va pas arrêter les anticoagulants et on ne va pas arrêter les antiagrégants plaquettaires. Si le patient il a une hémorragie majeure et qu'il est instable hémodynamiquement, euh, il faut bien sûr faire le TP et l'INR parce que le premier diagnostic à évoquer, c'est un accident aux AVK et donner un antidote s'il s'agit d'un accident aux AVK. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça, c'est à l'admission, mais quand le patient va sortir, il ne faut pas oublier de remettre l'anticoagulation parce qu'on peut le sauver de son hémorragie digestive, mais il va par la suite avoir des complications parce qu'il n'aura pas continué son traitement anticoagulant. Donc, toujours garder à l'esprit de réadresser le patient au cardiologue et puis de travailler vraiment en collégialité avec les autres collègues. Voilà. La même chose pour l'aspirine et les antiagrégants plaquettaires. Si c'est de l'aspirine qui est donnée en prévention primaire, comme c'était le cas de la première patiente, on peut l'arrêter. Et puis après, on va référer le patient au spécialiste. Maintenant, si c'était de la prévention secondaire, il était sous monothérapie, les recommandations actuelles sont de ne pas arrêter l'aspirine. Ou si vous tenez vraiment à l'arrêter, il faut la reprendre dans les 5 jours pour éviter justement d'avoir par la suite des complications. Pour les patients qui sont sous double antiagrégation, donc qui ont par exemple de l'aspirine avec du Plavix, dans ce cas, on n'arrête pas l'aspirine, mais pour voilà, donc je reviens à notre cas clinique. Donc notre patient, vous m'entendez? Le patient, il était instable, donc on l'a transfusé, on a fait donc une réanimation comme il fallait, mais le patient, il demeure instable. Alors, quel examen allez-vous réaliser maintenant? Est-ce que vous allez lui faire une fibroscopie œsogastro-duodénale? Est-ce que vous allez faire un angioscan? Est-ce que vous allez faire une colo? Est-ce que vous allez faire une IRM? Alors, répondez, participez s'il vous plaît. Donc, là, j'ai des B surtout. J'ai un A. Alors, la réponse juste, bon, on a une majorité de B. Et c'est effectivement la réponse juste. Donc, je vais vous l'expliquer. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire? Le patient, il est instable, il est en état de choc. On ne peut pas lui faire de gastroscopie, on va le tuer. On ne peut pas faire de coloscopie parce qu'il faudrait le préparer et c'est une épreuve d'effort. On va le tuer aussi. L'IRM colique, elle n'a pas vraiment d'intérêt dans ce cas. L'examen qui est indiqué aujourd'hui, c'est l'angioscan abdominopelvien parce qu'il va nous permettre de montrer la lésion. Il va nous dire, voilà, il existe un saignement au niveau du côlon droit, au niveau du cécum, au niveau du rectum. Il va bien nous localiser le site du saignement chez ce patient qui fait une hémorragie abondante. Alors, l'angioscan, effectivement, il nous montre un saignement actif au niveau du côlon droit. Donc, quelle est votre prise en charge thérapeutique? Est-ce que vous allez lui faire une coloscopie, puisque vous savez que maintenant il saigne au niveau du côlon droit et vous allez lui mettre des clips? Ou bien, est-ce que vous allez faire une colo, vous allez mettre du plasma argon? Est-ce que vous allez faire une embolisation artérielle sélective ou est-ce que vous allez d'emblée l'opérer puisque il est instable?
Alors, j'ai beaucoup de C, un B, C ou B, OK. Donc, on va accélérer parce que j'ai peur que la connexion, elle nous lâche. Donc, effectivement, la réponse juste, c'était l'embolisation artérielle. On ne peut pas faire de coloscopie chez ce malade. Ce malade, il est instable sur le plan hémodynamique. Il a été transfusé. On n'arrive pas à le stabiliser. Donc, il faut faire un angioscanner et faire une embolisation artérielle sélective. Alors, quelqu'un me dit, avant de faire une angio, il faut faire une fonction rénale. Bien sûr, on lui a fait une fonction rénale au patient, même si, bon, peut-être que je ne l'ai pas dit dans le. Effectivement, ça fait partie du bilan d'urgence de la prise en charge de l'hémorragie digestive. On fait une formule, on fait un bilan d'hémostase et on demande la fonction rénale avec rénal, avec l'ionogramme sanguin, parce qu'effectivement, vous avez bien raison, il faut faire très attention à la fonction rénale. Imaginez un patient qui soit en insuffisance rénale et qui fasse une hyperkaliémie, et puis vous allez vous amuser à le transfuser. Donc, voilà. Donc, voici en fait l'algorithme de la prise en charge. L'algorithme de la prise en charge de l'hémorragie digestive aiguë. Donc, le cas de notre patient, il était instable. Je l'ai réanimé. Il est resté instable. Donc, je peux lui faire ni fibro ni colo, sinon je vais le tuer. L'examen à demander, c'est l'angio-TDM. L'angiographie, elle est réalisée une fois que l'angio-TDM, s'il me dit, voilà, comme chez notre patient, il y a une lésion qui saigne à tel endroit, on va compléter, donc le radiologue va compléter par une angiographie avec une embolisation radiologique. Vous allez me dire, oui, mais moi, je travaille dans un service ou dans un CHU où l'angiographie n'existe pas, où je ne peux pas faire d'angioscanner. C'est de la réalité. Et donc, dans ce cas, il ne faut pas hésiter à référer le patient qui sont en échec d'endoscopie ou en échec de la radiologie. Il faut les référer au médecin, au chirurgien. Comme ça, le chirurgien, il va opérer le patient et puis il va arrêter le saignement. Là, je vois quelqu'un qui me dit c'est la tâche du spécialiste. Ce n'est pas que la tâche du spécialiste, puisque le patient, quand il va venir au pavillon des urgences. Donc, il va être pris en charge par une équipe qui est multidisciplinaire. Il y aura le médecin généraliste, c'est lui qui sera en première ligne. Ensuite, il y aura le réanimateur, il y aura le gastro-entérologue. S'il n'y a pas, par exemple, de gastro-entérologue, il y a le médecin interniste. Et puis, il y aura le radiologue et voilà, et éventuellement le chirurgien. Il nous est arrivé d'adresser les patients au chirurgien parce que c'était une hémorragie cataclysmique et on n'arrivait pas à connaître l'origine du saignement. Voilà, si ça s'était passé autrement, si notre patient il était redevenu stable, dans ce cas, on aurait fait comme chez le patient précédent, on aurait éliminé une hémorragie haute et on aurait fait d'abord une fibroscopie œsogastro-duodénale. Si elle avait montré des lésions, on les aurait traitées. S'il n'y a pas de lésions, on complète par une coloscopie. Si on trouve des lésions, on les traite. Il n'y a pas de lésions, on va regarder ce qui se passe plus haut. Donc, on va regarder ce qui se passe au niveau de l'intestin grêle. Voilà donc pour la prise en charge. Donc, le patient, il a fait une embolisation, ce qui a permis donc d'arrêter le saignement. Et puis, il est resté stable et il s'en est sorti. On a repris les anticoagulants avec l'accord du cardiologue, bien sûr, après avoir complété quand même par une coloscopie. Alors voilà, j'ai essayé de vous faire des cas cliniques comme ce que vous auriez pu recevoir au niveau du pavillon des urgences. Et donc, c'est ça, en fait, la conduite à tenir devant une hémorragie digestive basse, quelle que soit sa gravité. Donc, il faut quand même savoir que l'hémorragie digestive basse, elle va cesser spontanément dans 80% des cas, mais qu'elle récidive fréquemment. Les causes les plus fréquentes, ce sont les causes rectocoliques, donc c'est dominé par les diverticules et par les pathologies anorectales et les colites. Rappelez-vous, chez un patient qui vient pour une hémorragie majeure, qui est instable, première étape, il faut le réanimer. Ensuite, s'il redevient stable, je vais d'abord faire une fibroscopie, une gastroscopie pour regarder s'il n'y a pas de lésion haute. Si elle est normale, je vais compléter par une coloscopie.
Maintenant, si votre patient il reste instable, vous le réanimez, il reste instable, il ne faut pas l'adresser pour une colo ou une fibro, il faut lui faire un angioscanner suivi éventuellement d'une embolisation si on trouve la lésion. Rappelez-vous, si vous êtes seul, qu'il n'y a pas de radiologue, il n'y a pas de gastroentérologue, le patient il est en train de saigner à flot, il faut appeler le chirurgien et c'est lui qui va faire une laparotomie et qui va retrouver l'origine du saignement. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, là c'est un algorithme qui résume un petit peu tout. Vous le verrez après à tête reposée. Vous leur Oui, madame. envoyez la présentation ou la... D'accord. Oui, oui, bien sûr. Alors, Si vous comment je pouvez... fais? Ça, c'est toujours la Alors, grande question. Ah, c'est ça. Ça y est, ça y est. Oui, ça y est. J'ai. Voilà, donc, your computer, ça y est. OK. Alors, ce PC, le bureau. Voilà. Le fichier. Je vais d'abord fermer le fichier. Voilà. Alors, je vais essayer de répondre aux questions. Je ne sais pas si vous m'en entendez. Madame Gougan, vous m'entendez? je vous entends. ما قدرتيش. Oui, d'accord. Non, je vais essayer de répondre un peu aux questions parce que là, je vois, Ah, d'accord. Ah. Non, j'essaie de je faire vois la page qu'il m'a officielle posé de des Bab el Oued questions. comme ça. Où ça? Regardez, merci. Non, Ah, non, non. voilà. Là, alors, je vois. Il y a quelqu'un qui me dit que j'ai reçu une patiente de 18 ans aux antécédents d'asthme et hémorroïdes qui consulte pour une crise hémorroïdaire, saignement actif depuis 15 jours. La patiente, elle est stable hémodynamiquement. Qu'est-ce que je fais? Alors, première étape, elle a 18 ans, d'accord. On va lui donner, parce que vous faites un examen proctologique, il faut confirmer. Hein. C'est pas parce que le malade il vous dit j'ai des hémorroïdes il faut l'examiner, mettre en évidence ces hémorroïdes, voir que c'est en train de saigner au moment où vous êtes en train de l'examiner. Et après, même si le sujet est jeune, hein, il faut quand même faire un toucher rectal et il faut faire une rectosigmoïdoscopie, une coloscopie courte. Faire une coloscopie courte, ne pas s'arrêter au diagnostic d'hémorroïdes. On voit souvent des patients qui arrivent dans les services de gastro avec des cancers du rectum et ce sont des sujets jeunes parce qu'ils ont été traités pendant des années pour des hémorroïdes, enfin pendant, j'exagère, pendant des mois pour des hémorroïdes et quand ils arrivent, ils sont vraiment à un stade avancé de leur maladie. Donc même s'il est jeune, on va traiter effectivement la maladie hémorroïdaire, mais on va quand même faire au minimum une rectosigmoïdoscopie. Autrement, il faut faire une coloscopie totale. Alors, est-ce que vous pouvez m'envoyer? Merci. Ça y est, on l'a envoyé. Ça y est, vous avez donné.
Je pense qu'on va vers la fin. Apparemment, il n'y a pas de questions, professeur. Avant de vous perdre. Tenez l'internet. Le cours, il vous l'a envoyé. Elle vous l'a envoyé. Il est là. La présentation, elle vous l'a envoyé. Vous devez juste sélectionner, cliquer et faire entrer dans votre bureau. C'est tout. Professeur, je crois qu'on l'a perdu. Hein. Le téléphone, moi, j'en dirais une fille, là. Le cours, ça y est, il est sur le chat. Rentrez dans la discussion, là où vous écrivez vos réponses. Vous le trouverez, défilez, vous allez le trouver. Je vais vous donner même l'heure. Alors, à 14h18. Il suffit pas que de regarder. Ah, vous parlez de l'embalchi, donc tout de suite. Alors. Je crois qu'on l'a perdu, hein, là. باش نعيط والله ما كنتش نعيط والله باقي تعيط لي عند فيا انا شوف من الفنية. Professeur, on vous a perdu. Professeur, vous pouvez activer votre micro. Ah, c'est bon, voilà, parce que le micro. Allez-y. Inch'Allah, Inch'Allah. Juste un petit mot, pardon, Madame Bougam. Pour le Dissinone, il n'a pas de place. Là, j'ai vu une question pour le Dissinone. On ne donne pas, nous, de Dissinone en cas de saignement. C'est pas dans les saignements digestifs, il n'y a pas une place. Est-ce que c'est faisable de préparer un malade en insuffisance rénale qui fait ses séances de dialyse pour une colo? Oui, on peut le préparer, mais il faut le préparer de manière vraiment, il faut le surveiller. Parce qu'il y a un petit risque de trouble ionique, c'est tout. Mais vous pouvez le préparer sans aucun problème. Il y a un petit risque de trouble ionique, donc il faut le surveiller, c'est tout. Voilà, donc je vous remercie. J'espère que le cours a été bénéfique pour tout le monde.